Une alimentation ne peut être anti-inflammatoire que si le corps peut l'exploiter pleinement. Si cette alimentation anti-inflammatoire sur le papier crée des surcharges excessives dans votre corps, elle ne sera plus anti-inflammatoire. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'alimentation anti-inflammatoire. Alors je pourrais faire une vidéo très simple et vous dire ceci, ce sont les aliments pro-inflammatoires et ceci les aliments anti-inflammatoires. Orientez-vous principalement vers les aliments anti-inflammatoires, éloignez-vous des aliments pro-inflammatoires et le tour est joué. Et ce que l'on peut constater dans la réalité, c'est que c'est plus complexe que ça. J'aurais pu également vous dire, suivez le régime traditionnel crétois en vous donnant les règles principales, ou encore l'alimentation sénialais ou le régime paléo. Et là encore, on constate que dans la réalité, c'est plus complexe que ça. Certaines personnes vont faire attention au choix des aliments, ou vont choisir un des modes alimentaires plutôt sains, dits anti-inflammatoires, et avoir des résultats spectaculaires. Et d'autres personnes vont faire ce même choix et avoir des résultats très médiocres, en tout cas très éloignés de ce que l'on peut atteindre. Et pour certaines personnes, on peut même voir la situation continuer à stagner, voire se détériorer. Pourquoi? Tout simplement parce que une alimentation ne peut être anti-inflammatoire que si le corps peut l'exploiter pleinement. Si le corps est dans l'incapacité de l'exploiter correctement et se retrouve encore en surcharge, cette alimentation qui peut être saine sur le papier aura des effets pro-inflammatoires. Et si ces effets pro-inflammatoires sont trop importants par rapport à la capacité de gestion du corps, l'inflammation va continuer à s'entretenir encore et encore. Donc on peut voir un ralentissement de la détérioration, une stabilisation de la situation, mais on n'aura pas forcément une amélioration comme on pourrait l'envisager. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils fondamentaux, 5 piliers sur lesquels l'alimentation anti-inflammatoire se base. Alors mon conseil numéro 1, je rejoins à peu près tout le monde là-dessus, on s'éloigne le plus possible des aliments transformés, retour au naturel. Plus un aliment est transformé, plus il va avoir un potentiel inflammatoire. Ça veut dire qu'on s'éloigne des biscuits, on s'éloigne des préparations industrielles diverses et variées, les produits où on retrouve plein d'additifs, on retrouve des édulcorants, les produits où on va retrouver du sucre ajouté, du saccharose, des produits où on va rajouter du fructose également, les margarines, le pain, les produits très cuits, on va s'éloigner de tout cela. Alors, la plupart des produits transformés vont favoriser l'inflammation par les procédés de transformation, par la perte nutritionnelle que l'on a également sur les aliments. Ensuite, certaines personnes peuvent être surprises quand je parle du pain, par exemple. Le pain, c'est un produit qui n'est pas très transformé par la fabrication, bien que si le blé et autres céréales, autres graines qui sont utilisées sont raffinées ou très raffinées, forcément on a un produit déjà bien transformé. Mais surtout avec le pain, le problème c'est la cuisson. Et la cuisson va rendre le pain beaucoup plus difficile à traiter pour le corps et plus inflammatoire avec les substances qu'on retrouve en grande quantité dans la croûte. Donc première règle, éloignez-vous des produits transformés le plus possible. Deuxième règle, la digestion. La digestion, c'est un élément capital. On n'en parle pas toujours quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire. Mais pourtant, beaucoup de problèmes inflammatoires prennent naissance ici, dans notre ventre. La digestion est un élément clé. Si vous digérez mal ce que vous mangez, même une alimentation anti-inflammatoire sur le papier peut devenir une alimentation pro-inflammatoire. Donc pour mieux digérer, je vais vous donner ici 3 points intéressants. Le premier point, c'est la frugalité. Je vais l'aborder un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le deuxième point, c'est la mastication. Le troisième point, ce sont les mélanges alimentaires que vous allez faire. Donc la frugalité, c'est simple. Vous mangez moins, votre corps a moins de travail digestif.
c'est plus facile à digérer. La mastication, si on mastique plus, on va aider le travail des autres organes digestifs. Et puis au-delà de la mastication, c'est l'environnement dans lequel on mange. Quand on mange dans la précipitation, qu'on mange dans une mauvaise ambiance, la digestion est moins bonne que quand on mange dans le calme, qu'on est apaisé. Et puis bien sûr, les mélanges alimentaires. Ce que vous mettez dans votre assiette va conditionner la capacité à digérer correctement le repas. Si vous faites un repas avec des mélanges que votre corps n'arrive pas à traiter, ou très difficilement, la digestion ne peut pas être correcte. Si vous faites des mélanges qui sont plus favorables à une digestion satisfaisante, on va avoir un travail digestif plus facile. Alors la digestion, quand ça ne se passe pas bien, on va ressentir des lourdeurs digestives, on va ressentir un coup de fatigue après le repas, on va ressentir le ventre qui gonfle, des perturbations du transit. Mais ça, on peut se dire, c'est pas très grave, c'est ponctuel, c'est le système digestif, c'est la digestion. Et puis, avec le temps, on passe de ces petits symptômes qui sont modérés à des symptômes qui deviennent plus chroniques, plus importants. Et puis ensuite, sur l'intestin, l'inflammation peut commencer à s'installer chez certaines personnes avec des douleurs, des gênes importantes. Et puis au-delà de l'intestin, c'est tout ce qui passe la barrière intestinale, qui arrive dans votre corps, doit être traité par le foie ou par d'autres organes excréteurs, les émonctoires. Et quand votre corps a du mal à gérer tout ça, on a des symptômes inflammatoires, des maux de tête, des troubles cutanés, des douleurs articulaires et j'en passe. Et puis bien sûr, la situation peut devenir chronique et s'aggraver de mois en mois. Alors pour améliorer les choses au niveau des mélanges alimentaires, c'est assez simple. Il va falloir essayer de faire moins de mélanges. On arrête de mélanger tout un tas de choses sur le repas. Parce que même un repas qui peut paraître sain sur le papier peut être compliqué à digérer. Concrètement, je vais vous donner un exemple. Vous faites une crudité en entrée, que vous assaisonnez avec du citron ou une vinaigrette contenant du vinaigre de cidre. Ensuite, vous faites un plat avec un morceau de poisson. On va consommer plutôt des sardines, c'est un poisson gras, un petit poisson peu pollué. Et puis avec ça, on va mettre du riz. Comme ça, on évite le gluten. On va mettre des légumes avec tout ça pour avoir des vitamines, des minéraux, des antioxydants. On évite les produits laitiers à la fin du repas, parce que c'est mauvais pour la santé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un fruit. Encore une fois, pour les vitamines, pour le côté nutritionnel. Ce repas qui peut paraître sur le papier sain peut rester compliqué à digérer. Et j'ai volontairement employé le terme mauvais pour les produits laitiers parce que c'est généralement ce qu'on entend. Alors, c'est pas pour dire que les produits laitiers sont forcément bons, loin de là, mais c'est pour dire qu'il faut se focaliser sur les choses les plus importantes. On enlève les produits laitiers mais on continue de mal digérer, le problème reste entier. Donc il va falloir déjà privilégier des repas plus simples, avec moins de choses en même temps sur le repas. Quand on fait un repas simple, avec 2, 3 aliments, 4 peut-être, en évitant les aliments qui sont les plus compliqués à digérer entre eux, des aliments concentrés, comme par exemple 2 protéines sur un repas, 2 féculents sur un repas, de finir le repas sur une note sucrée par exemple, déjà on va aider le corps à mieux digérer. Mon troisième conseil, c'est de faire attention aux aliments que votre corps ne tolère plus. Ne tolère pas ou ne tolère plus. Et là, ce n'est pas simplement de dire on enlève le gluten, on enlève les produits laitiers. Des fois, ça marche. Je vois des personnes qui ont enlevé le gluten et les produits laitiers qui ont des résultats spectaculaires. Puis on voit des personnes qui enlèvent ces aliments et qui continuent à être en difficulté, qui ont parfois un mieux pendant quelques mois, avant que ça se détériore à nouveau, et puis d'autres personnes qui n'ont même pas une réelle amélioration. Alors au lieu de vous parler du gluten et des produits laitiers, je vais vous parler plutôt d'aliments qui sont naturellement compliqués à digérer. Les graines céréalières et apparentées aux céréales, comme le sarrasin par exemple, le quinoa, les graines légumineuses, les fruits à coque, les produits laitiers. Je ne vous dis pas qu'il faut bannir tous ces aliments. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que ce sont des aliments compliqués à digérer. Un aliment compliqué à digérer, c'est un aliment qui peut entretenir ce problème digestif. Et comme ce sont en plus des aliments qui sont
a un potentiel antigénique fort, ça veut dire qu'ils vont avoir un potentiel à provoquer des réactions immunitaires de la part de votre corps, des réactions qui sont importantes, ça veut dire que ce sont des aliments qui ont un potentiel inflammatoire qui peut être présent, même si l'aliment est sain sur le papier. Donc si vous avez du mal avec le riz et que vous consommez du riz tous les jours, vous allez entretenir encore et encore le problème inflammatoire. Si ce sont les lentilles ou le sarrasin ou un autre aliment, les amandes par exemple, on va entretenir encore le problème. Et on peut voir des personnes qui ont consommé du blé ou des produits laitiers et qui ont vécu centenaires. Donc ce n'est pas une question de produits laitiers, c'est une question de tolérance. Et la tolérance, ça va se jouer sur la fréquence de consommation et sur la quantité consommée. Certaines personnes peuvent consommer un aliment une fois par semaine ou deux, ça passe, mais tous les jours, ça ne passe plus. Et le problème, c'est qu'on peut voir des personnes qui consomment ces aliments dont je viens de vous parler 3, 4 fois par jour. Et si c'est le cas, ça peut être très compliqué pour la digestion, très compliqué pour la tolérance de votre corps. Mon quatrième conseil, la frugalité. La frugalité ou les calories, ça dépend ce que vous préférez mettre comme terme, je préfère la frugalité, mais les deux fonctionnent. En gros, ça veut dire que si vous mangez peu, votre corps a moins de travail pour digérer, comme nous l'avons vu, mais également pour fonctionner, pour métaboliser ce que vous avez consommé. Vous consommez 1800 ou 2000 kcal, ou alors 2500, votre corps aura beaucoup plus de travail digestif et métabolique pour gérer 2500 kcal. Si vous mangez 2500 kcal et que votre corps a un besoin de fonctionnement à 2000, les 500 kcal en trop, c'est du travail supplémentaire pour votre corps. Et on pourrait dire du travail inutile, un excès de travail. Et particulièrement, il faut imaginer que si vous mangez 2500 calories sur la journée, que votre corps a un besoin de 2000 et que vous ne prenez pas de poids, ça veut dire que votre corps va devoir augmenter son métabolisme pour brûler les excès. Et avec le temps, le corps s'affaiblit. Avec le temps, les réserves micronutritionnelles du corps s'affaiblissent. Et cette capacité à brûler les excès s'amoindrit encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe? On finit par prendre du poids. Alors on essaye de restreindre les calories, mais ça ne marche plus forcément parce que le problème est ailleurs. Toujours est-il, plus vous mangez, plus le travail digestif est important. Ça veut dire que vos cellules du système digestif fonctionnent à plein régime. Quand les cellules travaillent beaucoup, elles produisent plus d'oxydation, plus d'inflammation potentielle. Ensuite, c'est le métabolisme. Quand on a un métabolisme avec plus de choses à métaboliser, on produit plus de déchets. Ces déchets métaboliques peuvent être irritants, peuvent être acides et donc générer encore de l'inflammation. Et la combustion même des calories crée de l'oxydation, c'est normal. Mais cette oxydation génère du stress oxydant. Tant que votre corps peut le gérer, ça fonctionne bien, et quand il ne peut plus le gérer, ça s'emballe, et on commence à avoir des troubles qui s'installent. Donc la frugalité, c'est important. La frugalité, on peut l'établir de plusieurs manières. Comme dans le régime d'Okinawa, au quotidien. C'est un des préceptes du régime d'Okinawa, on mange peu au quotidien. On peut aussi l'établir autrement. Une autre manière que je trouve intéressante, c'est le régime traditionnel crétois, où on va avoir des repas qui sont assez légers mais pas ultra frugaux au quotidien. On peut avoir des repas de fête un peu plus riches, et puis 2 jours par semaine, ainsi que plusieurs périodes dans l'année de plusieurs semaines, on va avoir ce qu'on appelle le jeûne orthodoxe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va réduire les apports alimentaires, on va enlever certains aliments, et on va avoir une alimentation plus légère, plus frugale. Et on peut même constater, dans les observations qui ont été faites sur le régime traditionnel crétois, entre les personnes qui font encore cette pratique de jeûne orthodoxe et celles qui ne la font pas, il y a à peu près 200 kcal d'écart. Et 200 kcal, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est important, c'est 10% de l'apport alimentaire, voire un peu plus là-bas. Donc la frugalité est une des clés de
l'alimentation anti-inflammatoire. Mon cinquième et dernier conseil sur l'alimentation anti-inflammatoire, c'est de combler les carences, d'avoir une alimentation riche en nutriments essentiels. Les vitamines, les minéraux, les antioxydants sont des éléments essentiels pour notre corps. Les antioxydants, on comprend bien, ils luttent contre l'oxydation, donc c'est une action directe. Mais les vitamines et les minéraux, même s'ils ne sont pas antioxydants, ils vont jouer un rôle de cofacteurs et de catalyseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont permettre à une réaction chimique de pouvoir se réaliser et de se réaliser rapidement. Quand nous sommes carencés, les réactions chimiques commencent à se ralentir. Comme notre corps va toujours fonctionner par ordre de priorité, les organes les plus importants vont être prioritaires pour recevoir ces micronutriments et continuer à fonctionner le plus correctement possible. Mais vous aurez d'autres fonctions qui vont commencer à fonctionner au ralenti. Et donc à ce moment-là, on va commencer à avoir des déchets métaboliques qui s'accumulent, une combustion des nutriments qui devient moins efficace, de l'inflammation qui s'installe parce que le corps lutte moins efficacement contre l'inflammation, et c'est le cercle infernal qui s'installe. Donc nous avons besoin d'avoir ces éléments. Pour les avoir en quantité, la meilleure façon, c'est de s'orienter vers les aliments à forte densité nutritionnelle. C'est la densité nutritionnelle qui nous intéresse. Peu de calories, beaucoup de micronutriments. Ça c'est très important, mais ce n'est pas forcément suffisant. Parce qu'il y a deux éléments, au-delà de l'aspect des micronutriments en général, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants pour notre corps pour gérer l'inflammation. La vitamine D, les oméga 3. La majorité de la population est carencée en vitamine D et en oméga 3. Il est donc très important de faire attention à ces deux éléments-là, parce qu'on ne les a pas toujours en quantité suffisante dans l'alimentation avec les aliments bruts. Donc parfois, il faut se supplémenter ou avoir des huiles, des produits qui vont permettre de les apporter en quantité suffisante. La vitamine D, normalement, l'exposition solaire devrait suffire. Mais dans de nombreux pays du monde, en Europe par exemple, pendant 6 mois de l'année, le soleil est trop bas sur l'horizon pour en produire correctement. Il va donc falloir avoir soit des réserves suffisantes, soit soutenir son corps pour éviter de tomber dans des carences. Quand il y a un état d'inflammation chronique qui est installé, on est généralement carencé en vitamine D. Donc avec ces 5 préceptes, vous avez de quoi fonctionner sans être dogmatique, de pouvoir adapter votre alimentation et surtout de comprendre le point fondamental, c'est qu'une alimentation anti-inflammatoire sera anti-inflammatoire à partir du moment où le corps, votre corps, peut l'exploiter correctement. Si cette alimentation anti-inflammatoire sur le papier crée des surcharges excessives dans votre corps, elle ne sera plus anti-inflammatoire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous y voyez plus clair sur le processus inflammatoire, en tout cas l'alimentation qui peut aider à réguler ce processus inflammatoire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous par l'alimentation, c'est la clé, par la digestion particulièrement. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.